homme tiré à 4 épingles qui sort de son hôtel à Modène et qui s'apprête à monter dans sa Peugeot de location n'est autre que Phil Hill. L'Américain est à la fois champion du monde de Formule 1 en titre et double vainqueur du Mans, une course qu'il a remportée en 1958 et l'année précédente, en 1961. Il est bien le pilote Ferrari emblématique de cette époque. Direction Maranello, en tout cas, et c'est bien une visite exclusive qu'on nous propose alors dans les ateliers de la célèbre Scuderia Ferrari. Rappelons que Ferrari reste sur une victoire magistrale en 1961, avec même un triplé à la clé. La marque italienne, peut-être la plus prestigieuse au monde, est vraiment l'équipe à battre en matière de course d'endurance. Et on annonce pas moins de 15 Ferrari au départ de la prochaine édition du Mans. Et pendant que nous y sommes, nous allons également nous rendre du côté des ateliers Maserati. Il y aura 3 T151 coupés engagés dans la Sarthe, 2 par l'équipe américaine Cunningham et 1 par Maserati France. Voilà, tout le monde est prêt, il ne nous reste plus qu'à prendre la direction du Mans où, en ces 23 et 24 juin 1962, va se dérouler la 30e édition des 24 heures. Comme l'an passé, le pesage et autres vérifications techniques se déroulent en bordure du circuit et non plus dans le centre-ville du Mans. Olivier Gendebien, comme tout autre pilote, doit satisfaire au contrôle relatif à sa licence et à son engagement officiel. Une des nouveautés pour cette année est la disparition du championnat du monde des voitures de sport après 9 ans de bons et loyaux services. À la place, et suite à la collaboration entre l'ACO et les responsables des courses de Sebring, de la Targa Florio et du Nürburgring-Mille, a été créé ce qu'on appelle désormais en anglais le Speed World Challenge, un mini-championnat dont Le Mans est le point d'orgue final et qui garantit de fait la poursuite et le futur des courses de voitures de sport qu'on peut aussi qualifier de prototypes, notamment lorsqu'elles émanent de constructeurs officiels. Les deux Ferrari officiels portent les numéros 6 et 7. Ce sont les nouvelles 330 Testarossa avec leur moteur 4 litres V12. Pourra-t-on battre Ferrari en cette année 1962? C'est la question que tout le monde se pose et il semble bien que la réponse ne peut être que négative. Ferrari a en tout cas remporté les 3 premières courses du Speed World Challenge. Outre les nouveaux prototypes, on retrouve beaucoup de GT et notamment des 250 GTO. Mais aussi 246 SP, dont une qui sera pilotée par Pedro et Ricardo Rodriguez. Les 2 frères mexicains avaient été les vedettes de l'année précédente et avaient offert un véritable récital avant de devoir renoncer suite à une casse moteur à 2 heures de l'arrivée. Voici la Lotus 23 numéro 48, mais vous allez vous rendre compte qu'elle semble avoir un problème de gabarit. Et effectivement, elle ne passera pas l'épreuve des vérifications techniques et ne sera donc pas admise au départ. La Ferrari numéro 28, on vous en parlait, sera celle des frères Rodriguez, un moteur V6 de 2,4 litres de cylindrée.
Et alors que les concurrents font le plein avant d'aller rejoindre le circuit, on peut préciser que l'Automobile Club de l'Ouest avait reçu 79 demandes d'engagement. Mais qu'il n'y aurait bien sûr que 55 voitures au départ. Sur ces 55, 31 seraient issues de la catégorie dite expérimentale et 24 de la catégorie GT, elle-même répartie en 6 classes différentes. Les pilotes sortent d'un briefing et ce sont alors les préparatifs d'avant-course qui vont se mettre en place. Comme l'année précédente, l'ACO avait pu organiser 2 journées d'essais préliminaires au mois d'avril. Là encore, les Ferrari s'étaient positionnés et avaient relégué la première Aston Martin à plus de 5 secondes. Un résultat largement confirmé lors des 2 séances d'essais officielles du mercredi et du jeudi, avec un meilleur chrono réalisé par Phil Hill, en amélioration de plus de 2 secondes par rapport au record du Tour, qui était détenu par Mike Hawthorne depuis 1957. La chaleur est importante en ce 23 juin et ce n'est pas Joe Bonnier qui nous dira le contraire. Le pilote suédois fait équipe avec Dan Gurney au volant de la Ferrari numéro 15, engagé officiellement par la République de Venise. La grille a fière allure, les voitures sont positionnées en fonction de la cylindrée du moteur. Avec son moteur de 5 litres 4, c'est la Chevrolet Corvette qui a hérité de la première position et donc du numéro 1. La majorité des concurrents sont équipés de pneus Dunlop, mais on trouve aussi 6 voitures en Michelin, 2 en Goodyear et 7 en Pirelli. En 1962, il y a 6 manufacturiers pneumatiques qui se sont déjà imposés au Mans. Par ordre chronologique, Michelin, Dunlop, Engelbert, Continental, Pirelli et Avon. L'heure du départ approche, on procède aux ultimes vérifications. Dans le clan Rodriguez, on a l'air détendu. Olivier Gendebien, lui, semble se concentrer. C'est beaucoup plus cool pour Maurice Trintignant, cigarette aux lèvres et qui salue la foule. Rappelons que le Français a gagné les 24 heures du Mans en 1954 sur Ferrari. Cette année, il est toutefois pilote Maserati et fait équipe avec Lucien Bianchi. C'est monsieur Maurice Baumgartner qui va donner le départ. Il est le nouveau président de la Commission sportive internationale de la FIA. Il est 16 h, la 30e édition des 24 heures du Mans est officiellement lancée. C'est Graham Hill sur l'Aston Martin numéro 11 qui est le premier leader. Mais il va s'accrocher avec la Ferrari de Mike Parkes durant le premier tour, ce dernier étant carrément envoyé dans le bac à sable à Mulsanne. Fin du premier tour, c'est Graham Hill qui est toujours en tête, mais Olivier Gendebien est déjà bien présent dans ses rétroviseurs. On trouve derrière un peloton qui s'étire déjà, mais où la couleur rouge est bien présente, forcément.
Problème pour la Ferrari numéro 7. Il s'agit donc de Mike Parkes qui s'était frotté à Graham Hill dès les premiers kilomètres de course. Il peut repartir, mais c'est évidemment une nouvelle catastrophique pour lui et son équipe, car on s'apercevra ensuite que le radiateur a été touché. Un premier coup de théâtre d'importance dans cette course. Gros plan sur la Ferrari numéro 17, cette fois, la superbe 250 GTO grise de Bob Grossman et Glenn Roberts. C'est la voiture à battre et le duo Hill-Jean Debien est déjà en tête au bout de 2 heures de course. Au passage, l'Américain a également amélioré l'officiel record du Tour en course qui, comme pour les essais, était précédemment détenu par Mike Hawthorne depuis l'année 1957. Cela étant, attention, ce n'est pas une balade de santé pour la 6, car derrière, les frères Rodriguez sont à l'attaque et exploitent parfaitement toutes les qualités de leur dyno, notamment au niveau de l'équilibre général et de la consommation. Les Mexicains prennent même la tête à la 3e heure. La Ferrari numéro 15, c'est celle de Joe Bonnier et Dan Gurney. Elle est actuellement très loin dans le classement et doit abandonner au bout de 30 tours seulement. Un premier quart de course, en tout cas plutôt très animé. Et une belle bataille en tête avec un duel somptueux. Les frères Rodriguez sont les incontestables chouchous du public et leur bravoure et attaque de tous les instants font qu'ils écrivent une nouvelle grande page de l'histoire des 24 heures. Mais encore une fois, la question est la même. Vont-ils pouvoir tenir ? Retour sur la fameuse Ferrari numéro 7, celle qui était restée longtemps ensablée à Mulsanne. On l'a dit, dans les opérations de déblaiement et cet arrêt, le radiateur a été touché. Et c'est une sorte de lente agonie qui, hélas, a commencé. Lors des arrêts au stand qui vont suivre, on va s'apercevoir qu'elle souffre de problèmes de surchauffe évidents. Et même si la voiture va pouvoir repartir, l'abandon semble d'ores et déjà inévitable. À la 6e heure de course, le classement est le suivant. La Ferrari 6 a repris le pouvoir, mais les frères Rodriguez restent en embuscade à la 2e place. On trouve ensuite une autre Ferrari, la numéro 27 de Giancarlo Baghetti et Ludovico Scarfiotti. Encore une Ferrari à la 4e place, la numéro 19 de Pierre Noblet et Jean Guichet. Et enfin, sans surprise, c'est la Ferrari numéro 23 de Fernand Tavano et André Simon qui conclut le top 5. La première voiture non Ferrari reste tout de même une italienne. Il s'agit de la Maserati numéro 4 de l'équipage Trintignant-Bianchi. La nuit est en train de tomber sur le Mans et l'on signalera juste l'abandon de l'Aston Martin numéro 11 de Graham Hill et Richie Ginter qui n'aura pas tenu suite à un problème d'huile. Dans le stand de la Ferrari numéro 6, les arrêts se passent bien et le duo Jean Debien-Hill s'entend parfaitement. S'il devait l'emporter, ce serait la première fois dans l'histoire qu'un même équipage remporte 3 fois la course. Un tout droit pour la Ferrari numéro 18, engagée par le North American Racing Team et pilotée par Pete Ryan et John Fulp. Cette voiture se situe aux alentours de la 16e place. Et c'est la grande nuit des 24 heures qui commence alors. Vous allez pouvoir voir avec ces images qu'il y a de quoi s'occuper et s'offrir une nuit blanche bien sympathique au Mans. Pas de problème pour se restaurer bien sûr, mais on peut aussi choisir d'aller au dancing ou de jouer à la fête foraine.
Entre 2 et 4 heures du matin, la situation sera assez stationnaire. La Ferrari Rodriguez mène devant celle de Jean Debien Hill. On trouve ensuite Baghetti Scarfiotti, Guichet Noblet et Tavano Simon. Bref, on l'a compris, c'est toujours la mainmise Ferrari qui est à l'œuvre et il n'y a pas de raison que ça change. Est maintenant en train de se lever tout doucement. Arrêt au stand pour la Ferrari numéro 28 des frères Rodriguez qui étaient encore en tête il y a peu et qui sont retombés en 5e position à la 13e heure. Malheureusement, on pressent que c'est le chant du cygne pour eux et qu'ils ne verront sans doute pas l'arrivée. Et vers 6 heures du matin, il faut se rendre à l'évidence. C'est terminé pour les Rodriguez. L'abandon est inévitable. Ils n'auront bouclé que 174 tours et laissent le public orphelin d'une belle affiche et d'une belle bataille. C'est un beau soleil qui est en train alors de se lever sur le circuit de la Sarthe. Olivier Jean Debien semble serein alors qu'on observe un nouvel arrêt pour le leader. Néanmoins, le pilote belge l'a échappé belle quelques heures auparavant lorsqu'il s'est soudain trouvé en pleine nuit face à une voiture d'un retardataire qui était arrêté sur la route. La collision a été évitée de justesse, mais cela a sonné comme un avertissement. Ce n'est que lorsque l'abandon des frères Rodriguez a été entériné qu'on a seulement commencé à se détendre au sein de la numéro 6 et qu'on a commencé à baisser de rythme et à vraiment ménager la mécanique. Dans les stands, on retrouve la Porsche 356 GS Abarth numéro 35 de Robert Bucher et Heinz Schiller. Elle vient tout juste de rentrer dans le top 20 de la course. La Ferrari numéro 19, c'est celle de Pierre Noblet et Jean Guichet. Une 250 GTO privée qui vient de s'emparer de la 2e place au général. Et l'on retrouve comme chaque année les stigmates des voitures accidentées. Par exemple, la Ferrari numéro 59 de l'équipe nationale belge qui n'aura bouclé que 35 tours. La Maserati numéro 2, elle, a tenu jusqu'au 177e tour avant de renoncer. Dommage pour ses pilotes Walt Hansgen et un certain Bruce McLaren. Quant à la 27, c'est le coup de théâtre. C'est aussi l'abandon pour le duo Baghetti-Scarfiotti qui était il y a encore peu 2e. La Sunbeam Talbot numéro 33 renonce également. On fait les comptes, il n'y aura pas plus de 20 voitures à l'arrivée. Passage, petit coup d'œil à une opération spéciale et baptisée les 24 minutes du Mans. Une activité et une course miniature bien sympathique pour les enfants, mais qui peut aussi, vous allez le voir, se terminer en sortie de piste.
D'ailleurs, sur la grande piste, c'est la même chose. La Ferrari numéro 18 est définitivement arrêtée. Mine de rien, il n'y a plus que 5 Ferrari encore en course, mais il y en a 3 aux 3 premières places. Et voici le dernier arrêt prévu pour l'incontestable leader qui a à ce moment-là 5 tours d'avance sur la Ferrari de Pierre Noblet et 7 sur celle des Belges Demier et Blaton. On devine que plus rien n'arrivera jusqu'à l'arrivée et que le résultat sera limpide en faveur des Rouges. Belle journée d'été qui règne sur le Mans, mais les chronométreurs et la direction de course ne se relâchent pas, bien sûr. Arrêt pour la Ferrari numéro 19. On rappelle que c'est une voiture privée française qui est en 2e position. Pierre Noblet participera à 3 autres 24 heures du Mans après 1962 et ce n'est qu'en 2014 qu'il nous quittera. Nous sommes maintenant à quelques minutes de l'arrivée et c'est une balade de santé pour le duo Jean Debien-Hill, même s'ils font bien attention à leur embrayage, devenu apparemment un petit peu fragile. On l'a dit, superbe performance pour le duo Noblet-Guichet qui va aller chercher une méritoire 2e place. Vous ne rêvez pas, c'est bien une bouteille que tient Phil Hill dans ce qui est alors son dernier tour. L'arrivée est donc toute proche et les premiers passages sous le drapeau à damier vont avoir lieu. Sixième victoire dans la Sarthe pour Ferrari et 331 tours bouclés par l'équipage vainqueur Olivier Jean Debien et Phil Hill. C'est donc la 3e fois qu'ils gagnent ensemble et c'est une 4e victoire personnelle pour Jean Debien qui devient le premier pilote de l'histoire à signer cette performance. D'ailleurs, à 38 ans et après sa frayeur de la fin de la nuit, le pilote belge a peut-être ressenti qu'un chapitre de sa vie se refermait. Jean Debien annonce sa retraite quelques heures après l'arrivée de ses 24 heures du Mans 1962. Jean-Marie Lelièvre, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, préside bien entendu la remise des prix officiels. On ne le sait pas encore de manière certaine, mais on s'en doute. Il s'agit bien, en cette année-là, de la dernière victoire d'une voiture à moteur avant aux 24 heures du Mans. Et rien ne semble devoir enrayer la domination de Ferrari pour les années à venir.